Et bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Pour ma part, ça a été le cas et regardez ce que j'ai reçu en cadeau, ce petit micro-cravate pour améliorer la qualité de mes vidéos YouTube. Alors, spoiler alerte, actuellement, je sais pas du tout si ce que je fais est en train de fonctionner. Si ça se trouve, là, vous avez le son pourrave de la caméra, comme les vidéos précédentes. La Léna du montage va tout de suite nous dire si le micro fonctionne. Super, merci. Ce plan était un peu cringe à tourner pour ma part. Il y a quelques semaines sur Instagram, je vous ai proposé ce concept qui est tout simplement de vous recommander des livres selon vos envies. J'ai reçu plusieurs propositions de thématiques et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous conseiller les meilleurs bouquins possibles pour répondre à vos demandes, en espérant aussi vous conseiller de meilleures lectures pour 2024. Et écoutez, c'est parti, on commence. J'ai trop hâte de faire cette vidéo. On m'a d'abord demandé un livre sur l'amitié. Et bah tu sais quoi, je vais t'en conseiller 3, parce que je suis généreuse. Et ils sont juste ici. Alors spoiler alerte, c'est un peu triste, mais l'amitié qui se dégage de ces histoires, bah ça fait un peu pencher la balance. Dans le bon sens. Je vais d'abord te conseiller Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Si t'es déjà fan de lecture, je pense que t'as dû en entendre parler dans les années 2017-2018 quand il est sorti dans ces eaux-là. Et c'est une des histoires les plus belles, je pense, que j'ai pu lire durant mon adolescence. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce que ça m'a réellement marqué. Et ils meurent tous les deux à la fin, c'est l'histoire de Matteo et Rufus, qui vont être contactés par Deathcast, qui est une société anonyme qui appelle les gens pour leur dire tout simplement « Ouais, salut, aujourd'hui tu vas mourir ». Voilà. Deathcast, c'est une société anonyme, du coup vous l'aurez compris, qui va prévenir les gens de leur mort imminente dans les 24 heures à venir. Sauf que ces gens-là n'ont pas de détails sur l'heure exacte de leur mort ou la façon dont ils vont mourir. Pour éviter de passer leurs derniers jours tout seuls sur cette planète, ils vont s'inscrire sur une application qui s'appelle Le Dernier Ami. Et Le Dernier Ami, c'est une application qui permet de mettre en contact justement des gens qui ont été contactés par Deathcast dans la journée afin de passer leurs derniers jours ensemble. Matteo et Rufus, qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, vont alors se rencontrer et passer leurs dernières 24 heures ensemble. L'amitié qui se dégage entre ces deux, qui parviennent à construire d'ailleurs, est incroyable. D'autant plus que Matteo et Rufus ne viennent absolument pas du même milieu. Il me semble que Matteo est assez carré, assez scolaire, assez intello, tandis que Rufus, lui, c'est un artiste de banlieue, il me semble. On est plongé au cœur de cette relation jusqu'à en oublier tout ce qui flotte autour d'eux, c'est-à-dire l'angoisse de la mort imminente. Je me souviens d'en avoir eu les larmes aux yeux tellement cette amitié est touchante, donc je te le conseille. En deuxième bouquin sur l'amitié, j'aurais à te conseiller, attention spoiler, c'est vraiment triste, c'est Le garçon en pyjama rayé de John Boyne. Je pense que vous avez déjà dû entendre parler de cette histoire, puisqu'il y a eu un film qui a été adapté du livre, que je vous conseille d'ailleurs parce qu'il est excellent. Le garçon en pyjama rayé, comme vous le devinez peut-être à la couverture, c'est une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ambiance pas dingue, je vous l'accorde. C'est l'histoire d'un petit Bruno et d'un petit Shmuel. Ils viennent de deux mondes que tout oppose, parce que Bruno, c'est le fils du commandant nazi qui dirige le camp dans lequel est enfermé le petit Samuel. Alors vous allez me dire comment ces deux petits gars ont fait pour se rencontrer. Eh bien vu que le père de Bruno habite à proximité du camp, Bruno un jour il va faire une petite escapade et il va aller près du camp, sauf que c'est des gamins, ils savent pas ce que c'est l'horreur de la guerre, ils savent pas ce que c'est des camps, tout ça, ils doivent avoir 8 ans, donc c'est l'innocence pure et dure. Et Samuel et Bruno vont se rencontrer à la lisière du camp, donc devant les fils de barbelés, et vont commencer tout simplement à tisser une amitié comme deux enfants le feraient n'importe quand en fait, dans la cour de récréation, vous voyez. Ça transmet des valeurs extrêmement fortes de l'amitié et ça rappelle les amitiés qu'on peut tisser aussi pendant la petite enfance, qui sont, je pense, les plus pures, les plus sincères, les plus innocentes finalement et les plus insouciantes. Je pense qu'on est bon niveau adjectif là. Comme pour le premier bouquin que je vous ai conseillé, on en oublie les horreurs de la guerre, on en oublie la mort, on en oublie les tortures, on en oublie les divisions justement qui règnent à cette époque. Ici, c'est deux mondes que tout oppose qui se retrouvent en une amitié sincère et réellement touchante. Enfin, on va rester un peu dans le mood de Seconde Guerre mondiale, mais avec un brin d'actualité. Je vous conseillerais, sur l'amitié, en troisième bouquin, Où est Anne Frank de Harry Folman et Lena Guberman. C'est Lena.
Ouais, je sais, ouais. C'est la suite de le journal d'Anne Frank qui a été illustré par ces deux auteurs. Et si vous vous demandez qui est la petite rouquine qui est sur la première de couverture, et ben je vous répondrai tout simplement que c'est Kitty. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas lu le journal d'Anne Frank, il faut savoir que Kitty, c'est l'amie imaginaire d'Anne Frank, celle à qui elle s'adressait dans son journal intime. Et je trouve que Harry Folman et Lena Guberman ont eu une super idée parce qu'ils l'ont personnifiée du coup. Cette petite Kitty, sous les traits de cette jeune fille rousse, sort un jour, à notre époque, du journal intime d'Anne Frank qui est exposé au musée éponyme à Amsterdam. Et elle est sortie du journal en se demandant mais où est Anne Frank justement, et elle va essayer de la chercher. C'est un bouquin qui reflète bien l'amitié en tout cas, mais une amitié symbolisée et personnifiée du coup par le personnage de Kitty. Elle représente la meilleure amie, sauf qu'en fait elle va se faire d'autres amis dans la ville d'Amsterdam qui vont lui en apprendre davantage sur l'histoire de sa meilleure amie défunte. Je trouve que cette bande dessinée allie très bien amitié et histoire d'un point de vue plus light. Voilà, ça peut s'adresser à de jeunes ados comme peut-être à des enfants, je suis pas certaine. Ensuite, on m'a demandé un bouquin sur l'homosexualité, le polyamour, le lesbianisme, voilà. Un bouquin queer. Alors il faut savoir que jusqu'alors, je n'avais jamais lu de bouquin typiquement queer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que souvent en fait ce sont des romances, j'ai l'impression en tout cas, ou des romances young adultes ou plus pour ados, tu vois. Sauf que ça, c'est pas trop ma tasse de thé, les romances en général, tu vois. Il y a quelques semaines, je suis allée à la librairie à soi, qui est une librairie féministe queer sur Lyon et que j'affectionne tout particulièrement. Et une des libraires sur place m'a conseillé deux bouquins et je vais vous parler de l'un d'entre eux aujourd'hui parce qu'il m'a tout particulièrement plu. Il s'agit des Nuits bleues de Anne-Fleur Multon. Il s'agit d'une histoire d'amour entre deux femmes et qui est racontée de façon très touchante. Je ne connaissais absolument pas Anne-Fleur Multon jusqu'ici, mais j'ai adoré la façon dont elle retranscrivait cette histoire d'amour qui se passe, il me semble, en plein Covid. Parfois, les chapitres s'ouvrent sur des messages WhatsApp, des trucs comme ça. Quand elle parle du désir amoureux qu'elle ressent face à son amoureuse, la ponctuation s'envole et les phrases sont décrites dans un style beaucoup plus libre. Et franchement, je m'attendais à un truc un peu niais, totalement mielleux, mais en fait, pas du tout. Ça explore le désir féminin sous toutes ses facettes et puis ça parle pas que de huc, ça parle franchement d'amour, de papillons dans le ventre et de vie quotidienne aussi évidemment, parce que si ça avait été que de la romance pure et dure, je pense que je me serais vite fait chier, mais l'écriture m'a totalement séduite. Ensuite, on m'a demandé un livre sur la nourriture et je me suis dit, ben frérot, en fait, à part les livres de cuisine en fait pour Cookéo, honnêtement, moi j'ai pas grand chose à te proposer, hein. Mais moi, ben tout ce que j'avais dans ma bibliothèque, c'était la saga Un prince à croquer de Patricia Lee-Fung. Alors pour les plus matures d'entre vous, vous allez me dire, elle se fout peut-être un peu de notre gueule la petite. Mais je vais vous dire, Un prince à croquer, ça a été illustré par Patricia Lee-Fung qui a fait La Rose écarlate et c'est une de mes illustratrices, auteure de bande dessinée préférée. Alors certes, ça s'adresse peut-être à un public un peu plus jeune, mais voilà, c'est l'hiver et avec la grisaille, je trouve qu'une bonne bande dessinée sous fond d'histoire d'amour un peu colorée qui parle de nourriture, moi franchement ça me va. Et vu que ça fait un moment que j'ai pas lu justement cette saga en 4 tomes, ça se lit très vite, hein, les BD sont très fines, je vais vous lire la 4e de couverture. Nicolas est le prince héritier du royaume de Dulim. Sa mère, qui le tient cloîtré dans son château où il se languit, lui réserve un avenir tout tracé. Un mariage le jour de ses 26 ans avec la richissime Gladys Jefferson. Dégoûté, il fugue à destination de Paris et se fond dans la foule anonyme. Il y rencontre la farouche Margot, une cuisinière de très grand talent, qui lui ouvre les portes du restaurant le plus connu de la capitale. Une opportunité qui risque fort de pimenter sa toute nouvelle existence. J'ai dit il y a 5 minutes que j'aimais pas les romances. Bon, écoutez, quand j'avais 13-14 ans, c'était pas la même chose, d'accord? Mais voilà, c'est sous fond de nourriture. Du coup, c'est un livre qui parle de bouffe, puisque Margot, qui est juste ici, c'est une chef cuistot qui, franchement, a un caractère bien trempé.
elle se laisse pas faire. Voilà, c'est une petite romance qui se passe dans un resto à Paris et moi ça m'a bien plu, voilà. Et je trouve que ça réchauffe un peu les cœurs en cette période toute grise. Le temps est dégueulasse dehors d'ailleurs. En parlant de grisaille, on m'a demandé un bouquin qui parlait de relations difficiles avec la famille parentale. Ça va aller les enfants, ça va bien se passer, je vous envoie beaucoup d'amour, bon courage. Et franchement, des bouquins qui parlent de relations tendues avec les parents, il y en a plein. Mais même dans la littérature classique, il y a Le Cid et l'illusion comique de Corneille par exemple. Il y a Roméo et Juliette de Shakespeare. Mais moi aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de bouquins un peu plus récents que vous connaissez forcément. Il s'agit de Incendie de Wajdi Mouawad. C'est une pièce de théâtre qui est parue en 2001-2003. J'y sais plus. Âme sensible, s'abstenir. Il y a je sais pas combien de trigger warning dans cette pièce de théâtre. Vous l'avez sûrement étudiée pour le lycée si vous êtes lycéen, mais c'est une des pièces de théâtre les plus dingues que j'ai pu lire de toute ma vie. C'est l'histoire de Jeanne et Simon qui vont aller chez le notaire un jour pour recevoir le testament de leur défunte mère et on sait dès le premier acte que c'était pas l'amour fou avec leur mère puisque Nawal, leur maman, leur cachait pas mal de choses, notamment sur sa propre histoire, sur ses origines et sur l'identité de leur père. Et Simon et Jeanne, du coup, vont traverser les souvenirs de leur mère à travers son testament, à travers aussi un voyage, il me semble, dans son pays d'origine, pour essayer de retrouver les traces du passé de leur mère, de leur père, de leur famille. C'est vraiment, il y a des rebondissements qui soulèvent les tripes et pas dans le bon sens. Des fois c'est dégueulasse, mais vraiment, moralement c'est difficile. L'écriture est incroyable, mais accrochez-vous quand même. Voilà, c'est relation compliquée avec la famille parentale, mais quand même, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Bon, je comprends qu'après avoir lu Incendie, on peut avoir le moral dans les chaussettes. C'est pourquoi quelqu'un m'a demandé un livre pour aller mieux. Et bah ça tombe bien parce que j'ai justement un très beau livre à te conseiller. C'est le premier d'une série de 7 tomes, il me semble, et c'est Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Je pense que ça vous dit quelque chose, la série Anne with an E sur Netflix, et ben c'est la série qui a été adaptée de ce bouquin du coup. Et juste petit point sur mon édition que je trouve absolument magnifique. Voilà. Enfin, c'est trop beau. C'est doré, c'est tout petit, enfin bref. Alors moi j'ai la version anglaise du coup, mais il me semble que ça existe aussi en français. Anne of Green Gables, ça se passe au Canada, il me semble, du 19e siècle par là. Et c'est l'histoire du coup de Anne, qui est juste là, et c'est une jeune orpheline qui a été adoptée par mégarde, par Maria et Matthew Cuthbert, un frère et une sœur qui sont agriculteurs du coup. Et pourquoi par mégarde? Bah parce qu'ils devaient adopter un petit garçon pour les aider au champ. Et quand ils voient Anne débarquer, ils se disent bah on voulait pas une fille. Sauf que Anne, eh ben elle va pas se laisser faire. Pourquoi? Parce que Anne c'est une jeune fille qui est très spéciale. Il me semble que dans le premier tome, elle a 12-13 ans par là. Elle a une imagination débordante, vraiment. Et elle va vouloir faire ses preuves auprès de ses nouveaux parents adoptifs. Elle est très bavarde, très enjouée, et c'est pour ça que ce bouquin, bah, c'est comme un baume au cœur, parce que Anne, c'est une jeune fille, vraiment, c'est un petit rayon de soleil. Elle va aussi aller à l'école, où elle va rencontrer sa meilleure amie, qui s'appelle Diana. Elle va aussi faire la rencontre d'un garçon qui va lui taper dans l'œil, voilà. Et en fait, il me semble que, voilà, on suit son histoire, et il y a une petite histoire, une petite aventure par chapitre. On suit Anne qui découvre sa nouvelle vie. Et puis même, le cadre est très bucolique, donc c'est à la nature, dans une ambiance un peu 19e siècle. On imagine les décors, les vêtements. C'est un livre qui est fait pour aller mieux, et bah, si vous avez la flemme de lire, je vous renvoie tout de suite, évidemment, à la série Netflix, si elle est toujours disponible. Bon, et bien il me semble qu'on a fait le tour. J'espère que cette petite sélection vous aura plu. Je vous ai conseillé pas mal de bouquins un peu sombres, il y en avait pas mal, mais ce sont quand même de très belles histoires. Et puis si honnêtement vous avez envie d'un truc, voilà, un peu plus doux, un peu plus apaisant, et ben encore une fois je vous renvoie aux Nuits Bleues de Anne-Fleur Moulton, à Anne of Green Gables, ou au Prince à croquer même. N'ayez pas peur même de lire des lectures qui vous semblent peut-être plus faciles, plus light, plus enfantines. Faites-vous kiffer, c'est l'essentiel, la lecture c'est fait pour ça. N'hésitez pas à me proposer des bouquins en commentaire qui peuvent rentrer dans les thématiques que vous avez vues aujourd'hui. Et moi je vous dis à très vite, bye!